Colonel Goya, la notion d'empowerment dans votre domaine d'application, qui est le domaine militaire, quelle réalité ça recouvre? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, ça signifie, je pense, participer un peu plus, ou être capable en tout cas de participer à la défense de la cité. Les soldats sont chargés de ça, mais en réalité, et c'était finalement le fondement de la démocratie, tous les citoyens devaient être capables de participer à la défense de la société, à la défense de la cité. Alors c'était par le cadre du service militaire, souvent, de la formation, enfin en tout cas, maintenant ils en sont exclus, finalement, alors que paradoxalement, on a des capacités nouvelles qui sont offertes à nos ennemis. Hein. Les frères Kouachi, ce sont de purs amateurs qui finalement se sont transformés en combattants, se sont formés comme combattants en utilisant toutes les capacités actuelles des réseaux, des trafics, etc. Et ils se sont transformés en combattants. Et bien voilà, il y a aussi la possibilité pour un certain nombre de citoyens d'apporter quelque chose aussi à la défense de la cité, d'être d'une certaine façon des contre-terroristes par leur connaissance, leurs expériences, par leur capacité éventuellement à intervenir en cas d'urgence, en cas de problème. Mais il suffit simplement peut-être de le demander, quoi. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Moi je rêve. Kennedy disait, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation. On pourrait demander aussi la nation, l'État, qui nous demande à nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la cité, pour la nation. Et concrètement, effectivement, on parle d'organisations terroristes qui ont aujourd'hui à leur portée des moyens. Alors on pense aux réseaux sociaux, on pense aux outils numériques en règle générale, qui leur donnent une forme de puissance, une manière de communiquer entre eux qui les rendent difficiles à combattre, à vaincre, à identifier, à localiser. Oui, bien sûr. Alors, il y a les réseaux, effectivement, de l'information. Hein. Ils bénéficient pleinement des technologies de l'information pour se coordonner, pour apprendre des choses, pour tout un tas de choses, mais aussi des réseaux physiques. Hein. La mondialisation, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi une explosion du nombre des trafics d'armes, du nombre d'armes, de fusils d'assaut, de choses comme ça. Et les organisations armées n'ont jamais été aussi résistantes que depuis ces dernières années. On n'en a détruit aucune, c'est pas compliqué, dans le monde. Elles se sont développées à l'intérieur des États. Et alors que la puissance des États a tendance à se restreindre, à se rigidifier, bien la puissance de ces organisations, elle est maximale. Et puis en plus, quand ils attaquent, quand ils agissent, ils bénéficient. Leur impact médiatique est aussi beaucoup plus important qu'il ne l'était avant pour des actes terroristes. Je ne me souviens pas, par exemple, que les attentats à Paris de 1995 aient suscité autant d'émotions que ceux de 2015. Alors, c'est pas la même ampleur, quoique, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi un contexte de l'information rapide, etc., qui amplifie finalement leurs actions. Donc on a le sentiment, d'actions stratégiques importantes menées par quelques individus qui d'un seul coup transforment la vie de la société française, et inversement un État qui paraît impuissant ou un peu stérile dans sa lutte contre ces mêmes organisations. Alors ces outils par lesquels vous disiez, les frères Kouachi par exemple étaient des amateurs qui se sont formés via un certain nombre de réseaux. Est-ce que ces réseaux pourraient à l'extrême inverse, nous permettre de nous former à, je sais pas, à défendre, à être actifs dans l'idée de la défense de la cité? Bien sûr, à apporter quelque chose à la cité, c'est très, très certainement. On peut imaginer des sortes de coopératives, et on y viendra de toute façon. Encore une fois, les moyens de l'État sont de plus en plus contraints, sont de plus en plus rigides. Si on continue au rythme actuel, en 2049, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Et donc, il faut trouver autre chose. Donc, soit, effectivement, on associe plus les citoyens à la défense de la cité, soit ces citoyens le feront par eux-mêmes à un moment donné. Et donc il faut trouver des solutions, mais ça revient finalement au principe de la conscription qu'on faisait, le service militaire, la conscription généralisée au moment de la Révolution française, par exemple, c'est ça, c'est la levée en masse
la levée en masse de la Révolution française, rien n'empêche de le faire maintenant, d'une manière très différente, pas forcément en portant les armes, mais par les connaissances, par un certain nombre je peux citer juste un exemple. Vous avez des tas de gens, des centaines d'individus qui ont des choses à dire sur le djihadisme, qui ont des choses à dire, sont des experts d'une région donnée, etc. Comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas au moins recensés, qu'on ne puisse pas faire appel à eux instantanément en cas de besoin? Il y a une richesse de connaissances, de renseignements, sachant que le conflit contre les organisations armées, c'est d'abord un conflit de renseignements. Il faut les comprendre, les déceler. Une grande partie finalement de ce renseignement, c'est un renseignement source ouverte, par exemple. Donc à la portée de n'importe qui, et plus que jamais à la portée de n'importe qui. Chacun a une capacité à disposer d'une information colossale et même à l'analyser de manière critique. Donc pourquoi ne pas faire appel, là aussi, aux bonnes volontés des citoyens pour contribuer à réfléchir, à analyser, traiter ces données, traiter ces renseignements. Mais c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Merci beaucoup, colonel. Je vous en prie.